Salut à tous. Bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 118. 218. T'es en forme, toi. Je l'avais légèrement préparé en répétant l'intro que je viens de foirer. Pour vous dire qu'on ne coupe rien. Donc voilà. Elle m'est venue juste avant que tu arrives dans le studio. Donc je me suis dit allez, je vais me la faire et comme ça fera un petit clin d'œil à tous ceux qui se rappelleront cette fameuse pub 118 218. Donc voilà, il fallait la faire. Il y a qu'un épisode 118 hein. Donc allons-y. Restons connectés. Cet épisode d'actu, on va aborder très peu de sujets parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Hein. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Les sujets et les actualités sont aussi fades que les cartes qu'ils nous proposent, du moins à l'UFC. On va revenir sur Adesanya Pfeiffer. On va revenir sur le finish, surtout de Grasso aussi, vite fait. Il va falloir qu'on en fasse une petite bafouille aussi. On va parler de Tsaroukian qui serait de retour cet été, de Shevchenko qui répond à Khabib Nurmagomedov, de Doumbé qui serait de retour mais pas en MMA, et d'un film qui devrait être fait sur Georges Saint-Pierre. Voilà, il y a pas mal de petits sujets comme ça. Avant de commencer, Import Fight, comme d'habitude, notre partenaire donc du moment avec qui ne vend en fait, c'est une boutique internet qui ne vend des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Hit & Move, Primo Corner ou Pitbull West Coast, ce sont des marques de qualité qui sont stylées. Il y a du textile, il y a du matériel de boxe, donc enfin vraiment des pattes d'ours et tout ça. Allez voir hein, quand même, c'est Hit & Move, tu sais ces fameuses pattes d'ours, tortues, la turtle et tout ça là, c'est pas mal. J'ai des élèves hein, qui ont pris des gants aussi Hit & Move et qui sont très quali, donc voilà. Si vous voulez être stylé en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight et avec le code Tatami10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Allez, on démarre avec l'UFC de ce week-end, donc et surtout le main event de cette UFC. Israel Adesanya contre Joe Pyfer, donc Adesanya qui faisait son retour après 1 an d'absence et surtout 3 défaites consécutives avant même le fight justement contre Joe Pyfer. Sa dernière en date c'était contre Nassourdine Imavov. Écoute, pour moi, et on en avait déjà parlé avant, et je le disais aux gens avec qui j'en parlais, c'était quand on me demandait mon avis sur ce fight. C'était le combat en fait qui allait nous donner des vraies réponses sur la suite d'Adesanya. Est-ce que perdre contre Dricus du Plessis, contre Nassourdine Imavov qui sont le haut du panier, c'est un signe de déclin, ou est-ce que il est encore là? Joe Pyfer était à mon sens et est toujours à mon sens pas un top 5 ancré. Tu vois, j'ai rien vu qui me fait dire il a sa chance au titre hein, pour l'instant. En tout cas, même enfin déjà dans le top 5, mais en plus encore plus pour avoir sa chance pour gagner le titre. Donc voilà, c'était pour moi le combat qui allait nous dire où il en est en fait dans le déclin ou pas. Est-ce qu'il est en début de la fin de carrière ou est-ce qu'il y a encore de l'avenir pour Israel Adesanya? Et force est de constater que comme contre Nassourdine, premier round, je me suis dit il y a encore de l'avenir. Il y avait encore de l'avenir sur le premier round. Et puis contre tous ces combats finalement, parce que même contre DDP, hein, il prend le premier round. Hein. Je crois même qu'il prend même le deuxième. Hein. Donc il démarre toujours très bien ses combats à Adesanya. Tu vois que techniquement ça reste encore propre. Maintenant, le truc à déterminer, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver où ça merde. Ouais, parce que ces combats, tu vois, moi je dirais que il y a l'aube, le zénith, et puis il y a le crépuscule, tu vois. C'est vraiment, et tout ça sur 2 rounds. Tu vois, c'est vraiment, tu commences tranquille, tu prends tes marques, tu te déplaces. Des bons déplacements. Il y a un bon timing, franchement, dans le début du fight. Tu vois des genoux qui sont dans un bon timing. Tu vois des calf kicks qui font mal, au point de vraiment entamer fortement la jambe de Joe Pyfer. Et vraiment, je voyais un vrai chemin là-dessus. Et je vais même te dire, avant le finish, enfin tu sais le début de la fin pour Adesanya, je me dis ça y est, il a trouvé la solution. Ça y est, c'est fini, Joe Pyfer, c'est fini. On n'en parle plus. Je croyais même qu'il allait le finir sur les calfs.
Vraiment, tu sais, il avait tout pour. Et il avait donc aussi une bonne défense de lutte, même si dans la fin du round 1, il se fait amener sur un knee-tap qui est bien timé de la part de Joe Pyfer. Bon, allez, ça peut arriver. En plus, tu sais qu'il reste 10 secondes, parce que c'était vraiment à la toute fin du round. Bon, tu restes sur le dos, c'est pas très grave, tu prends pas beaucoup de dégâts. Je me dis, premier round, en fait, on est bien. On est vraiment bien, parce que à la cage, il défend bien, il arrive bien à sortir, il envoie des frappes. Joe Pyfer ne frappe pas beaucoup parce qu'en fait, il est plus concentré sur son contrôle que sur le fait de pouvoir développer un jeu à partir de ce contrôle à la cage. Franchement, on est pas mal. R2 commence, on est sur la même base. Vraiment, tu vois en plus tu sais une tentative d'amener au sol de Pyfer avec Adesanya, tu sais qui fait une rotation, qui le balance. Le timing est parfait. Et puis d'un coup d'un seul. Voilà. Donc là, on est vraiment, tu sais, il est monté crescendo, on est passé de l'aube au zénith, et puis là, le crépuscule, il fait noir, il cherche les murs, il arrive plus à se déplacer. Tu sais, il a peur de se tordre la cheville sur un trottoir qu'il aurait pas vu. Et puis en fait, il reste face à son adversaire, ça échange, ça esquive pas bien. Ça se fait connecter tout le temps, et puis en plus, ça prend des frappes très lourdes, et ça reste dans l'échange. Oui. Ça veut dire que toute son intelligence de combat, il la perd en l'espace de quelques secondes. C'est ça. Et donc il essaye d'échanger, il envoie des coups de butoir. Il y en a une qui est esquivée. Il y a Joe Pyfer qui passe en dessous, qui prend la ceinture, qui le balance au sol. Et derrière, par contre, il se fait ouvrir comme jamais. Il se fait passer la garde, mais vraiment avec une facilité monstre. Et puis derrière, c'est le début de la fin, quoi. Il vient, grand and pound, il donne le dos, grand and pound. Merci, bonsoir. Ouais, mais écoute, moi quand je vois le combat là, quand je suis devant la télé, je me dis, mais en fait, il lui donne la victoire sur un plateau. C'est lui qui lui dit, vas-y, gagne. Je me fais la même réflexion. Parce que honnêtement, je comprends pas. Comme t'as dit, je pense qu'on est à quelques calf kicks de la rupture totale de Pyfer, ou en tout cas, il pourra vraiment plus se déplacer. Donc ça sera cuit pour lui. Et non, il rentre dans tout ce qu'il faut pas faire contre un profil comme Pyfer, qui sur le papier techniquement il est limité en boxe. Hein. Par contre, il frappe très très fort. Et lui, ça l'arrange la bagarre. Oui. Il frappe très fort, mais à la fois, tu sais, quand j'ai vu en fait qu'il commençait vraiment à grimacer, à lever la jambe sur les derniers calf kicks avant qu'il rentre dans l'échange, là où j'étais rassuré, c'est que je me suis dit, alors même s'il le finit pas sur des calfs, parce que c'est quand même des combattants pro et que pour les faire tomber, il faut y aller quand même, mais je me dis que plus d'appui égale moins de puissance, tu sais. Donc même le risque du chaos qui est apporté par Pyfer, parce que à la machine à frappe, il frappe plus dur que Ngannou. Après, il y a le score que tu fais sur une machine à frappe et il y a le pouvoir de KO où Ngannou reste quand même pour moi avec un pouvoir de KO bien supérieur. Bon après il est lourd, tu me diras, mais à Pyfer. Mais voilà, je me dis il a plus ses appuis et je te jure dans ma tête je me dis ça y est, il le mettra pas KO. Il peut pas le mettre KO, c'est pas possible. Le truc c'est que moi je l'ai pas regardé en live le combat, toi non plus je crois pas. Donc quand je l'ai vu, j'ai vu le temps de combat qui restait, je savais que ça allait pas au bout. Donc j'avais déjà un biais dans ma tête. Mais honnêtement, donc, tu sais, quand tu regardes, t'as ce biais dans la tête et tu observes le combat et tu te dis en fait, tu regardes les éléments que tu as et tu fais un choix. Tu te dis c'est pas possible. À ce moment-là, je me dis, je vois qu'il commence à grimacer, je me dis ça y est, c'est mort. C'est Adesanya qui va le finir. Je te jure dans ma tête, je me dis c'est Adesanya qui va le finir. Et 2 secondes après, ça y est, et c'est vraiment ça. C'est au moment où je me dis ça qu'il y a le retournement de situation. Et là, je fais, ah ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Catastrophique. Il lui a offert le combat. Mais même dans l'énergie, dans ce qu'il dégage après, alors il a toujours ce côté humble, tu sais, après à reconnaître sa défaite et tout ça, patati patala. Mais t'avais vraiment cette impression que, je te jure, alors je sais que c'est pas vrai, attention, ce n'est pas un agent de l'UFC pour faire monter des profils. Mais limite, c'est mon ressenti, qui n'a de valeur que celui que je lui donne. Hein. C'est pas du tout ce vrai. C'est vraiment un ressenti comme ça. C'est la théorie du complot. Tu sais que son rôle qu'il s'est donné, c'est de faire monter des nouveaux jeunes, quoi. C'est de faire monter des Nassourdine, de faire monter des Pyfer, de faire monter des mecs où tu sais genre tu les mets dans le mal au début entre guillemets, puis après tu leur donnes une voie royale vers la victoire, même si pour Nassourdine c'est encore un peu différent parce qu'il est parti la chercher cette victoire. Enfin tu vois c'est pas la même configuration. Il y a pas eu ce moment de on off.
C'est-à-dire que si, parce qu'il y a eu l'arrêt où il a dit non, c'est bon, je continue. Mais c'est c'est pas le même déroulé de combat, ressenti. rien à voir. Tu vois. Donc c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Franchement, tu sens que mentalement, il y est plus. Il y a plus cette envie. Et tu le vois dans sa défaite, comme tu dis, hein. Il est dans l'acceptation de ok, bon bah j'ai perdu. Tu vois, il y a plus cette rage qui fait que il y a quelques années, il était face à Gastelum et il disait je suis prêt à mourir tout de suite dans la cage. Tu vois cette vidéo qui tournait partout là. Bah tu le sens plus ça. Ça tu le sens plus et c'est ce qui est. Il va se le dire, ce qui mais est normal de toute façon hein, avec le temps qui passe. Finalement, il a atteint tous ses objectifs. Là, il fait du rab. Mais en fait, c'est un bis repetita de tous les grands champions qui ont brillé et qui ensuite ont servi de marchepied à tous les jeunes qui montent, tu vois. Je veux dire, c'est l'histoire qui se répète. Lui on a profité avec Anderson Silva. Aujourd'hui, c'est lui et ainsi de suite. Exact. Le truc, c'est que en fait, il y a que lui qui peut stopper ce truc en prenant sa retraite. Ouais, mais tu vois la différence avec Anderson Silva et Adesanya, bon, même s'il y avait des profils effectivement comme Uriah Hall et tout ça, bon, c'était encore c'était pareil. Non, parce que j'allais dire Anderson Silva le côté historique en fait, c'est qu'il a passé le flambeau à un mec qui avait un peu son style et qui est devenu champion par la suite. Tu vois, et là il y a pas ce même passage de flambeau. Mais c'est vrai que oui, alors pour les plus jeunes, tu sais, c'est vrai que ceux qui ont découvert le MMA il y a pas longtemps, en fait, vous avez pas déjà vécu ça, ce changement d'air entre guillemets. Donc nous on l'a vécu plein de fois déjà, donc ça nous choque plus en fait. Et ça ne présage pas du niveau de la personne, parce que j'entends tu vois, même des commentateurs qui disent ouais mais en fait qui remettent en question tout. Ouais, mais attends, il s'est fait amener au sol, il s'est fait passer la garde comme une merguez, il s'est pris son grand pound. Oui, mais alors attends, remettons en question aussi sa carrière. L'adversité qu'il a eue, elle n'était pas aussi forte que ça. Non, je suis désolé, tu peux pas dire que l'adversité elle était pas aussi forte que ça. Il y a eu des mecs qui ont essayé de l'amener au sol quand même, tu vois. Il y avait des Robert Whittaker, il y avait des Marvin Vettori, il y avait pour moi un Marvin Vettori à l'époque de Adesanya ou un Whittaker, Pfeiffer, ça passe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Même Gastelum à l'époque. Gastelum, il a perdu contre Pfeiffer, mais il l'a emmené quand même jusqu'à la décision. On l'avait dit avant le fight. Gastelum à l'époque d'Adesanya, il passe Pfeiffer tous les jours. Je pense aussi. Tous les jours. Donc il faut pas remettre en question tout ça. C'est juste qu'il y a eu une époque où il avait la dalle, il n'acceptait rien. C'est-à-dire qu'on l'a dit combien de fois que Adesanya a amené au sol, c'était une galère. Parce qu'ils ont essayé de l'amener, sauf que à chaque fois un bout de main, il restait en équilibre en l'air avec une main posée au sol, et puis il donnait tout pour se relever parce qu'il avait la technique, et le physique avait de la technique. Prouvé encore là, hein. Faut pas minimiser toutes les défenses qu'il a fait. C'est pas parce qu'il tombe deux fois, une fois sur un knee-tap qui est bien timé et une fois sur un truc où personne n'aurait défendu là-dessus. Il a été débordé, il prend une esquive, il le ceinture de trois quarts entre guillemets. Tu vois le physique du sol. Quand tu vois le physique de Pfeiffer, tu comprends que dans cette situation, c'est indéfendable. Ben oui, tu peux pas, il t'a arraché du sol, ça y est, c'est bon, c'est mort. Après, oui, je suis d'accord, c'est comment tu vas gérer l'après. Tu tombes, comment tu gères l'après. Oui, il a pu cette haine. Il a pu ça, il a pu la flamme. Tu vois, et il y a la vieillesse, il y a le temps de réaction, certes, sûrement, l'inactivité. Pour moi, il y a ça aussi. Un an. Tu vois, sur un profil comme Adesanya, où on sait que c'est quelqu'un qui est actif et qui est très souvent actif, et de toute façon, tous les strikers comme ça je vais appeler ça les strikers de précision, tu vois, qui te font des esquives millimétrées, etc., qui contrent, etc., ils ont besoin de combattre souvent. C'est des réglages constants, et ils en ont besoin. Conor était dans le même cas, on a vu quand il s'est absenté, le retour c'était chaotique parce que ils ont besoin d'être actifs. Donc être arrêté un an, surtout à son âge, c'était très compliqué. Maintenant il y a cette perte de réactivité comme tu dis. Moi franchement je l'ai senti, mais même dès le premier round s'il le prend. Hein. Tu vois il y a des coups qu'il prend, des jabs qu'il prend. Tu sais c'est des mecs, c'est des ordinateurs ces profils-là. Ça veut dire qu'ils scannent tout. Une fois qu'ils ont la distance, tu les touches plus. Et là, malgré tout, tu sais, des fois, il y avait ce petit retrait de buste où normalement, le coup vient frôler ton nez. Et là, il le prend quand même. Parce que mauvaise gestion de la distance, parce que peut-être qu'il se croit encore aussi rapide qu'il n'était avant, et puis c'est plus le cas, parce que forcément, tu vieillis.
Ah, franchement, c'est vraiment délicat, hein. C'est très délicat de voir ça. Maintenant, lui, écoute, il a l'air de le vivre très bien, hein. Il y a aussi un truc qui m'a marqué là, je viens d'y penser, c'est sa pesée. Sa pesée, elle était très très difficile. Franchement, sa pesée, il s'est pesé dans un état laisse tomber, alors que physiquement, tu vois la différence de physique avec Pfeiffer. Pfeiffer, c'est un poids lourd à côté de lui. Pfeiffer, c'est un monstre physiquement. Adesanya, ça n'a jamais été un gros. Après, Adesanya, il a toujours été très très sec au moment des pesées. Hein. Il a toujours été très creusé. Ouais, mais là, je sais pas, je l'ai senti vraiment entamé, tu vois. Oui, alors non, mais il était creusé, mais il était vif. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il a moins d'énergie ou est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui il a plus la même niaque en fait, il a plus la même envie. En fait, moi je pense que c'est ça, c'est que tu sais, on parle souvent sur cette chaîne du mental qui est partie prépondérante de la victoire. À l'époque, il avait un mental où il ne se voyait pas perdre. C'était lui, même quand il fait sa revanche contre Pereira, il était animé de quelque chose. En fait, c'était son Graal. Fini. Tu sais, il a plus cette flamme. C'est là que tu te rends compte que tout part en sucette. Hein. Il a atteint son Graal. Je pense que cette victoire contre Pereira a même plus de valeur que tous ses titres UFC pour lui personnellement. Ça veut dire que à partir du moment où il a battu sa némésis, c'est fini. Il a tout coché et il en veut plus. Il en veut plus et je me dis quel dommage en fait parce que alors oui et non parce que financièrement il s'en sort en combattant. Mais d'un point de vue sportif, s'il part après la victoire sur Pereira, c'est incroyable. En fait, symboliquement, avec ces 3 flèches, il a tué Pereira et sa carrière. Je peux dire ça. Ouais, non, mais après, voilà. Tu sais que tu me fais rire avec la retraite depuis tout à l'heure où, tu sais, il dure. Tu sais, parce que ce matin, je parlais avec un collègue qui me parlait tu sais, de si je reste 3 ans de plus, je gagne 100 € de plus, tu sais, sur ma retraite. C'est un peu ça. Ouais. Si je cumule encore quelques trimestres, ouais, peut-être que, là, on parle en millions. De plus, c'est des millions en plus, tu vois. En millions, on est d'accord. Mais, parce que là, je crois qu'il a encore pris 1 million, sur ce fight. Donc oui. Non, bon, on est d'accord, on voit que, et puis peut-être que aussi, tu sais, le fait qu'ils disent, parce qu'il a dit juste après qu'il voulait continuer encore et encore et encore, tu sais qu'il était pas fini et voilà, il veut y aller encore. Il prend du plaisir. Il a peut-être plus la flamme, mais il prend du plaisir. Qui sommes-nous pour juger ça? Tant qu'il est pas, tu vois, qui kiffe d'être dans la cage. En fait, je pense que plus de kiffer que de kiffer d'être dans la cage, je pense qu'il kiffe tout ce qu'il y a autour. C'est l'interaction avec les gens, l'énergie du public, ce genre de choses. Même si au bout d'un moment, plus tu perds et plus c'est compliqué de garder cette interaction avec le public. Au bout d'un moment, te calcule plus, on est d'accord. Mais il va aller au bout de son contrat. Mais ça c'est sûr qu'il ira au bout de son contrat. Et il en re-signera pas d'autres. Mais je pense que aujourd'hui, tu sais quoi, il va jamais le dire sur un plateau dans la cage de l'UFC. Mais qui nous dit qu'il est pas là en train de vouloir rusher là, aller au terme de son contrat pour aller signer ailleurs. Parce que il y a ça aussi, hein. Tu vas assurer ta retraite aujourd'hui, tu peux aller faire de l'argent, tu sais que t'as des MVP, tu sais que t'as des trucs comme ça. Je l'ai noté parce que c'est pas déconnant tu sais de le penser, et de se dire que voilà, je viens, je fais mon compagnie je prends des petits jeunes qui montent ou autres, parce que là on sait pas trop qui vont lui donner en face, hein, parce que honnêtement là il est passé 9e, il est passé de la 5e à la 9e place. Derrière alors t'as quoi, j'ai noté, soit t'as des rematchs, donc t'as Whittaker, Cannonier ou Costa, soit t'as du nouveau si on regarde dans le top 15, hein, si c'est pas hors top 15. Et dans ce cas-là, c'est Robocop, c'est Christian Leroy Duncan ou Dolidze. Ils sont pas affrontés avec Dolidze, je crois pas. Non, je crois pas. Ouais, moi non plus, je crois pas. J'en suis presque sûr. Donc il y a rien de vraiment intéressant là-dedans, puisque les rematchs, on n'a pas vraiment envie de les voir. Enfin, vraiment, un rematch contre Costa, ça m'intéresse pas. Surtout quand tu vois Costa d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, voilà. Allez, Whittaker, ils l'ont déjà fait 2 fois. Whittaker, il monte en 93 de toute façon. Oui, il monte en 93. Cannonier, bon, voilà. Et puis après.
Après les nouveaux profils, faut bien Après, c'est choisir les nouveaux derrière. profils, quoi. C'est Ou du alors c'est hors du top. hors top C'est 15. du, les noms qui ressortent le plus, c'est Sharapouddin, c'est MVP. C'est ces profils-là, en fait, Ouais, ouais, ouais. que tu pourrais faire monter grâce à Adesanya. Ouais. Oui, c'est des noms qui sont prenables en plus. Enfin, en tout cas, MVP, bon, Non, ça non, va être un alors, combat honnêtement, s'ils font le laborieux, hein. combat contre Un combat, MVP, ouais. il Moi, va y avoir 3 frappes dans tout le combat. Ça va être le pire combat de l'histoire de c'est l'UFC. ça. Ça va être horrible. Ça va rappeler Adesanya Romero. contre Romero. Ouais, je te jure, ce non-fight. On est d'accord. Mais contre Sharapouddin, allez, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas, tu vois. C'est un mec qui a de la hype, allons-y. Maintenant, faut savoir où tu le fais. C'est la Mais tu vois, question, en parce que fait, lui, il peut pas combattre ce partout. qui est relou, c'est que ce genre de combat, quand on te l'annonce il y a 2 ans, mais tu rigoles, en fait. Tu dis, ça passe pas un round. Et là, t'en viens à me dire, bah, je sais pas qui gagne, Ouais. en fait. Eh oui, parce que Sharapouddin, je suis désolé, mais il a montré de la lutte contre Barboza au hype. Ouais, mais non, il fera Il rien a au mis sol, au sol. Sharapouddin. Mais même debout, franchement, si t'as ce moment Non, non, mais si pour t'as rire ce le fait. moment de déconnexion où tu sors de ton combat et tu fais n'importe quoi, bah, il nous a montré qu'il avait des jambes, il nous a Ah, il peut montré le qu'il mettre avait KO. des coups, tu sais, il a mis des KO, il met des KO, donc, ouais, bah, tant qu'à faire, mais bon. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, bon, voilà. Là, on peut le dire. Il y a un déclin. Il y a un déclin. Je sais pas combien de combats il reste sur son contrat. Écoute, je pense qu'il peut encore combattre. Il a encore, tu sais, même si voilà, là, ça passe pas. Je pense que il peut encore faire des fights. Il y a pas de souci. Je pense même qu'il peut y avoir un, un renouveau, tu sais, avec des adversaires mieux choisis, dans des orgas autres. Moi, je te dis, ça, c'est typiquement Adesanya, c'est le genre de profil pour un MVP production. C'est parfait. Tu vois, striker, qui a de la hype, qui a été une célébrité, qui a été un champion de l'UFC. Mm. Je le verrais bien dans un truc comme ça en seconde partie de carrière. Moi, c'est sur ces points-là que je suis pas d'accord parce qu'encore une fois, c'est récupérer des mecs qui n'ont plus le niveau du top, en fait. C'est le début. C'est le début. C'est toujours comme ça. Au début, tu fais ça et puis après, tu trouves d'autres personnes. Mais bon, moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Bah, tu sais, si tu, en fait, encore une fois, on part du principe que tu fais un savant mélange entre des noms comme lui et puis des gens que tu vas faire monter petit à petit, tu sais, et qui vont créer aussi ton roster petit à petit si jamais ils veulent créer un roster. Tu vois, mais en tout cas, pour le coup, tu vois, c'est pas plus déconnant d'avoir un Adesanya que Ah d'avoir non, un Ned non, Diaz ou ça c'est sûr. tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Moi c'est en fait la suite que je voudrais pour lui plus qu'à l'UFC et de le voir. En fait, tu vois, je te jure, plus que de descendre en dessous du top 15 de l'UFC, tu vois, de sortir du top 15 de l'UFC et finalement n'être plus rien entre guillemets pour l'organisation. Je préfère le voir en star encore dans des trucs comme ça. Parce qu'il a un star power. Tu vois, c'est une bête de, c'est une bête médiatique Adesanya. Donc je le verrai plus dans des trucs comme ça, qui finissent son contrat, qu'on lui Honnêtement, je le propose de vois super plus fight. rester chez lui. Ouais, je préfère qu'il annonce justement sa retraite, encore une fois, parce que c'est sa deuxième carrière des années. C'est une centaine de combats en kick. Enfin, c'est une carrière de malade. Le mec est fatigué, ça y est, c'est bon, rentre chez toi. Ouais, ouais, mais bon, est-ce que lui le Non, veut? C'est ça la question. bah, un Oui, fighter bien le sûr veut qu'à jamais choisir, en fait. je préfère ça. Bah oui. Mais regarde Anderson Silva. Anderson Silva, on le voyait fini, moi, quand, tu sais, tu sais, Anderson Silva, fin de règne UFC, enfin, fin de carrière UFC, je me dis, ça y est, le mec, c'est pareil, il se fait rouler dessus par tout le monde, ça y est, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, il a recréé une hype autour de lui. Avec l'anglaise, avec pas mal de trucs, tu vois, mais il a recréé quelque chose. Ouais, Et on est ouais. content de le voir. Parce que il combat différemment. Tu vois, il y a plus d'enjeu, il y a plus de, il y va pour le kiff. Enfin, tu vois, il a pour la performance, mais pour le kiff. Alors Ah, ça me gêne peut-être pas. parce que Mais bon, oui, j'ai il a pas choisi, je préfère que tu me fasses cette pas. affection pour Adesanya que j'avais pour Anderson Silva. J'ai jamais été un grand fan d'Adesanya.
C'est un immense champion, mais moi, j'ai jamais personnellement été un grand fan d'Adesanya. Oui, bon, là-dessus, on est d'accord. Mais bon, écoute. En tout cas, dans les profils s'il y a des profils qui doivent rester, c'est dans le monde du MMA, s'ils le veulent, je pense qu'il a toute sa place. Sur ça, oui, hein, mais sur ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, pour Pfeiffer, la suite. Borraio ou Allen. Moi, c'est les deux noms, tu sais, quand je regarde ce qu'il y a devant, c'est les deux noms qui me parlent. Avec un petit plus pour Borraio, tu sais, de lui mettre ce test-là, tu vois, pour voir si on continue à le faire monter ou pas. Parce que c'est... Allez, Borraio, on va dire que ça peut être un gatekeeper de la suite. J'allais dire du top 5, mais non. Enfin, quoi qu'il ait passé 6, attends, il est passé 6. Il est passé de la 8e à la 6e place. Et je crois que Borraio, c'est le 5. De mémoire. Et entre ouais, donc c'est le gatekeeper entre les deux, du t'as top Fluffy. 5. Et entre les deux, t'as Fluffy. Ah ouais? Entre Borraio et Pfeiffer? J'ai pas vu ça. Bon, c'est pas grave. Et donc, ok. Bah, ouais. Fluffy, pour moi, faire Fluffy, Pfeiffer, je sais pas. Quel intérêt de faire ce fight-là. Il me hype moins, aller que Borraio. Non, Borraio je pense qu'ils veulent le propulser plus vers l'avant. Donc autant lui donner un mec qui est sur une victoire et qui est mieux classé. Fluffy, il est sur une défaite. Donc mais Borraio aussi. Et je crois Allen, il Borraio, est sur quoi, il a gagné son dernier fight. Ah oui, c'est vrai, bien joué. Oui, oh putain, tu vois. C'était tellement contre nul parce que c'est le combat contre qui? Contre Derrider, c'est vrai, exactement. Oh, le combat, il était tellement laborieux, tu vois, que pour moi, il y a eu 0 vainqueur, en fait, dans ce combat-là. Ouais, à voir. Bon, en tout cas, c'est pas avec une... je le vois pas griller la place à un Assour ou à d'autres personnes mieux classées hein, pour le titre. Que j'ai vu que ça faisait un peu débat, non. On n'en est pas là encore. Non, on n'en est pas là et ça serait vraiment honteux. Là, je crois que ça, ils font ça, je crois que ça acte vraiment ma rupture avec l'UFC, je crois. Ah ouais, là. Tu le mets en prochain prétendant après le Strickland contre Shimaev? Non, j'arrête. Mais il a pas le niveau de toute façon. Il se ferait ouvrir mais tellement facilement. Ouais, mais là, il y aurait pas de cohérence. Il y aurait 0 cohérence. Non, ça serait... Non, et puis... que dire de sa déclaration d'un peu post-fight où il a dit qu'il y a 2 jours avant, il pensait à se suicider et tout ça. Enfin, il a choqué tout le monde avec ça. Visiblement pour des problèmes de couple, où il aurait déconné avec sa femme. Ouais. Écoute, il faut parler des problèmes mentaux et tu sais, psychiques quand t'as des soucis et tout ça. Maintenant, t'exposer comme ça devant des millions de personnes. Ah, mais ça, c'est américain, ça. Ça, c'est très américain. Ouais. Ouais, mais il dit qu'il a trouvé Dieu en 2 jours. C'est très américain, ça, ce truc de souffrance, de rédemption, de... Ouais. J'ai plus une approche plus pudique de ça, alors. C'est évident qu'il faut en parler et j'invite tous ceux qui ont des difficultés à en parler parce que vraiment, c'est vital. Bien sûr. Tu vois, c'est vraiment vital. Mais, ouais. Je sais pas, en fait, voilà. Je sais pas si le dire publiquement comme ça, médiatiquement, ça va t'aider. Si ta tête, tant mieux. Si tu trouves que ça t'a fait du bien à toi, tant mieux. Mais je suis pas convaincu. Mais le truc, c'est que en fait, quand tu connais les raisons de sa tentative entre guillemets, que je ne jugerai pas, parce qu'il y a rien à juger là-dedans, enfin, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens qui vont le faire, qui sur les réseaux sociaux vont mettre des messages positifs, mais aussi très négatifs. Oui, mais c'est ça. Tu vois, qui peuvent dire ouais, mais en même temps, regarde ce que t'as fait, mais vas-y, t'as raison, tue-toi, machin et tout ça. Non mais tu vois, moi je passe assez de temps sur les réseaux sociaux pour voir les problématiques, tu sais, de n'importe quoi en fait. Tu peux dire il fait beau aujourd'hui, ouais mais tu sais ils vont te sortir des trucs. Ah ouais, t'es raciste du mauvais temps. Ah ouais. Non, je te jure. C'est
Tu dis ça parce qu'il non, fait les réseaux, c'est vrai que les réseaux, c'est compliqué. Hein. Et encore plus quand psychologiquement t'es pas au top. Donc, ouais. Ah oui, tu t'exposes pas comme ça. Tu vas voir des gens compétents, tu en parles peut-être à l'UFC, ok, qui a découvert cette problématique-là, parce que Dana White, il était plutôt sur le cul quand lui a parlé, on lui a remonté les dires de Pfeiffer. Mais bon, c'est d'ailleurs Dana White qui fait une conférence de presse où il a pas assisté à l'événement visiblement, parce que non, il était pas là. Je crois qu'il était concentré pas. ailleurs, il était peut-être aux toilettes à ce là. moment-là. Ah, mais il fait pas de conférence de presse. Dana, il fait est en la conférence de presse avec... complet. Ah, c'est catastrophique. T'as vu quand il a dit fermez vos gueules et regardez les fights, tu sais, quand les gens parlaient de la propos fait à l'IA. Ouais, j'ai vu. Mais on aimerait bien. Bon, écoute, on aimerait bien regarder les cartes si seulement elles étaient bien. On aimerait bien. Bah c'est ça. Compliqué. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Catastrophique. Non, c'est fou. Mais bon, donc à voir pour la suite pour lui, je sais pas quoi dire. Rien de spécial. Rien de spécial. Moi, le truc qui m'a le plus marqué dans ce que j'ai vu, en tout cas sur cette UFC, c'est le finish de Grasso. Alors ça, contre, je peux te dire Barber, que l'année n'est pas finie, mais il rentre déjà dans mon top des finishes de l'année. Oui. Oui, mais alors voilà. Tu sais, moi j'ai commencé, je te l'ai dit. Hein, cette année, j'ai fait ce que je ne fais jamais. C'est-à-dire que j'ai fait j'ai déjà préparé mon truc. Et quand je vois un truc qui me pour les awards, je le note. Tu vois pour les awards. Je prends de l'avance. Il est numéro 1. Et là, le problème, c'est que je sais pas dans quel cas je le mets. Dans le KO de l'année, soumission de l'année, je sais pas. Il a été compté comme un KO. Donc, mais c'est un KO, okay, c'est un KO. Je l'entends parce que elle est KO avant de se faire étrangler. Mais moi perso, je l'aurais mis dans la catégorie tentative de meurtre parce qu'on n'est pas loin quand même. Quand tu vois la pause, elle reste une minute, plus d'une minute sur le dos, les yeux grands ouverts, alors qu'elle est consciente. Hein. C'est juste qu'elle n'arrive pas à émerger. Franchement, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. La vitesse. Bah, c'est le même regard que Kamaru Usman après le high kick de Edwards. La transition entre le moment où elle prend la droite, elle tombe en Saturday Night Fever, jambes écartées, grand écart. En James Brown. Je te jure que la première fois, parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Facebook avant de voir le combat. C'est-à-dire que ce finish, je l'ai vu. Il a popé direct, dès que j'ai ouvert, il a popé. Bah oui. Et j'ai cru que c'était en accéléré. La transition entre la droite et le moment où il lui saute dans le dos. Et putain, en voyant le fight, je me dis, mais c'est ouf. Impressionnant. Non, c'est gauche-droite. Elle se retourne sur la droite et elle lui saute dans le dos avec l'étranglement. Derrière, elle est venue lutter l'arbitre. Belle réaction de l'arbitre, hein. Qui stoppe très tout de suite. Mais il a pas fait l'erreur de se dire je vais attendre de voir si elle défend l'étranglement. Non, là, il pouvait plus rien défendre du tout là. Je vais attendre qu'elle tape. Et effectivement, belle remontée en single leg sur l'arbitre. Mais ah ouais, c'était plutôt intéressant. Et derrière, écoute, elle a dit qu'elle se souvenait de rien. Étonnant. Enfin, moi, je sais pas, moi, je me serais souvenu de tout à sa place, personnellement, mais que elle a du mal à regarder les réseaux sociaux parce qu'elle dit à chaque fois que je regarde les réseaux sociaux, j'ai l'impression de me voir. Je peux comprendre. Et c'est Kamaru aussi qui avait fait cette réflexion où il avait dit qu'il avait complètement déconnecté parce que voir cette image tournée de lui inconscient comme ça là, c'est compliqué. Et je peux le comprendre parce que c'est vraiment sale. Ouais, c'est fort Grasso. Hein. Grasso, c'est très fort. Hein. Ouais. Bah, c'est très fort comme ça peut passer à côté de ses fights, tu vois. Enfin, disons que comme elle, en fait, elle est très forte en anglaise, elle est très forte au sol, mais elle peut passer. C'est la transition, le mélange de tout ça qui des fois est un peu dur, tu vois, et qui fait que tous ces profils-là, Ortega, c'est la même team. Ortega, c'est la même team. Je sais que Diego Lopez. Ah non, Ortega, c'est pas la même team. Je sais. Ortega, c'est pas la même team. Non, c'est la team Diaz, Ortega. Oui, c'est la team Grasso. Ouais. C'est son père, je crois. Ouais.
En tout cas, oui, ça colle aussi pour Lopez, hein, qui est très bon en anglaise et bon au sol. Il y a cette transition qui est un peu à travailler. Mais Pas toujours facile. Ouais. quand je te dis très forte, ça veut dire que elle fait clairement partie du top 3 féminin dans sa caté, et il y a les autres derrière. En fait, c'est ça. Il y a Fiorot, il y a Grasso, il y a Shevchenko, Natalia Silva. De son dernier fight, je la mets un cran en dessous quand même. Au vu de son dernier fight, elle a des qualités, mais je la mets quand même un cran en dessous, ces trois-là. Mais en tout cas, sur le finish, c'est suffisamment rare pour le notifier quand même, parce que déjà, les féminines ont plus de difficultés à finir en général. Mais là, le finish, il est impressionnant. Ouais, il est vraiment impressionnant. Vraiment très impressionnant. Puis Barber, elle était sur une bonne série en plus. Puis ce côté... Ouais. Oui, on parlait d'elle pour passer en plus devant limite Fiorot pour le titre, quoi. Il y en a qui parlaient de ça. J'ai vu, c'est dans Mandal, je crois. Je sais plus si c'est dans Mandal. C'est Julien qui parle des problèmes de santé qu'elle a, Messi Barber déjà de base, où elle a des problèmes au cerveau, etc. Et tu te dis franchement, quand t'as autant de problèmes, je sais même pas comment c'est possible qu'on te laisse combattre en fait. Je sais pas du tout. Bon, en tout cas, là, elle a pris une claque. Elle a pris une claque. Écoute, en tout cas, bravo pour Grasso, qui se maintient dans ce top, qui, si elle continue comme ça, aura de nouveau une chance au titre aussi. Ce qu'il faudrait, c'est que ça soit pas contre Valentina. Non, mais tu sais, une Valentina qui monte, qui affronte Nunes, tu fais un Grasso contre Fiorot, j'aime bien le fight, c'est légitime. Là, pour moi, la logique des choses, si tu suis le classement, parce que de toute façon, ils veulent pas organiser l'UFC, ils veulent pas Fiorot contre Shevchenko tout de suite. Donc tu fais Silva qui est numéro 1 Shevchenko et Grasso contre Fiorot. Ouais. Mais dans l'idéal, putain, ça pouvait être pour un titre intérimaire, tu vois, on dit pas non. Ouais. On dit pas non. Donc au vu de la dernière performance, en fait, c'est ça, c'est que tu vois la dernière performance de Fiorot, c'est un KO premier round. Tu vois la dernière performance de Grasso, c'est un KO soumission premier round. Et tu vois la dernière performance de Natalia Silva, c'est un fight laborieux. Bon écoute, ça peut donner un passe droit, hein, c'est jamais. Hein. Ouais. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, mais bon. Ouais. On verra. On verra ce que l'UFC veut par la suite. Parce que le truc, c'est que comme l'UFC veut du spectacle, tu vois, ça... Là, tu prends les chiffres. Les deux qu'on fait sûrement le plus de vues sur les réseaux sociaux avec leur finish, et c'est Fiorot contre Jadusha Vicius, et... putain, j'ai réussi à le sortir. Et Grasso contre Messi Barber. Donc, tu prends les Matrix, ça peut peut-être le faire. À voir. On verra ce qui... je crois que de toute façon, Fiorot, elle est de retour cet été, je crois. De ce que j'avais cru comprendre. Ce sera vers cet été. International Fight Week. Donc, attendons de voir. Ensuite, en parlant de retour cet été, Tsarukyan, qui dit qu'il sera de retour cet été, il vient de gagner sa revanche contre Poulas au RAF ce week-end. Cette fois-ci, il n'y a pas de débat. Il est arrivé, il a gagné sans problème et sans débordement. Il doit affronter Dylan Dennis en grappling au Hype FC. Dylan Dennis qui lui a perdu au RAF contre comment il s'appelle ce pro-Trump, merde, j'ai un trou de mémoire, Colby Covington. Donc il a perdu. Bon, après ça présage pas de ce qui se passera sur un combat de grappling, hein. Là c'est de la lutte, hein, avec un règlement de lutte, tu sais. Je voyais certains, tu sais, dans les commentaires, parce que je regardais Mandal en live, qui disaient mais est-ce qu'il est vraiment ceinture noire, Dylan Dennis, c'est quoi son vrai niveau? Ah, mais on peut pas juger le niveau de lutte, tu sais, contre un lutteur contre un grappleur, même s'il lutte plutôt pas mal. Dylan Dennis, oui, ça reste un règlement particulier. C'est quand qu'il affronte Dylan Dennis? Là moi c'est quand qu'il affronte Dylan Dennis? Parce que là, j'ai vu qu'ils ont booké un combat de lutte au RAF contre Ridja Faber le 18 avril avec Tsarukyan. Ouais. Tsarukyan? Ouais, mais Tsarukyan, là, il fait tout.
Il combat toutes les semaines. Enfin, il est partout. Donc ouais. Mais c'est en avril, hein, je crois qu'ils s'affrontent. Hein. Okay, parce que là, je vois, hein. Mais bon, 18 avril. Non, le 8 avril. Non. Ouais, le 8 avril, et je me demande si c'est pas la semaine 8, le 18 avril. Contre Uriah Faber. D'accord. Et je sais plus si j'avais fait une affiche pour Dylan Dennis. Je l'ai dit la semaine dernière. Faudrait que je repasse. Attends. Dylan Dennis, pas de Sabatini. Attends. Dylan Dennis. Je l'ai mis où? Le 8. On en a parlé la semaine dernière, on est d'accord. Oui, non, mais pour le. Oui, le 8 avril contre Dylan Dennis. D'accord. Ok, le 8 avril. D'accord. Bah c'est. Non, c'est le 18 contre Faber. D'accord, ok, oui, ouais, tu m'as perturbé parce que tu m'as parlé de RAF 8 le 8 avril, en fait c'est le 18 avril. D'accord, ok. Donc oui, effectivement. Ouais, bah ça colle, ça va dans le timing de ce qu'il fait en ce moment. Hein. De toute façon, il combat tout le temps, il a là pour le coup, que ce soit en lutte ou en grappling, tu sais, il met pas vraiment de pause. Après, est-ce que t'as vraiment besoin de récupérer quand tu vois ces fights-là? Tu vois, c'est plus de la fatigue physique, mais bon, ça c'est un sportif de haut niveau, il y a pas trop de soucis. En tout cas, pour l'instant à l'UFC, il y a rien d'annoncé. Lui, il dit s'il se passe quelque chose dans le main event de la Maison Blanche, je serai remplaçant. Je prendrai le combat, je combattrai là-bas et ensuite ils annonceront mon prochain combat. Mon prochain combat sera annoncé après Topuria contre Gaethje. Ce sera probablement contre le vainqueur. Mais il y a encore différentes possibilités. Je ne veux pas couper de poids, je vais rester léger. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste actif aussi. C'est pour se forcer aussi à rester léger. Même si il m'appelle 4-5 jours avant, je serai prêt. Mais je ne vais pas couper, je reste et rester sur la balance à 70 kilos. Écoute. Hier, il nous a sorti un beau poisson d'avril. On était le 1er avril hier. Il nous a dit comme quoi, il a annoncé sur les réseaux comme quoi Justin Gaethje était blessé et qui prenait donc le spot contre Topuria. Tout le monde m'en a parlé. Il y en a beaucoup qui sont venus vers moi pour m'en parler. J'ai dit calmons-nous les gars. On est le 1er avril. J'attends de voir si c'est confirmé le 2. Non, mais non les gars. Je sais même pas d'ailleurs si c'est le poisson d'avril ou si c'est la sueur qui a fait le poisson d'avril. Il y a une règle. Il y a une règle dans le MMA. C'est que le 1er avril, on ne croit aucune info. Mais c'est vieux, hein. C'est très vieux. Hein. Je ne poste rien. Je me rappelle déjà, il y a des années, tout ce qui sortait sur Internet, avant c'était pire même. Avant c'était vraiment pire. Là, il n'y a pas eu grand-chose finalement. Avant, il y avait vraiment, ça te sortait des cartes complètes où tu te disais, ouais, incroyable et tout. Et non. Le 1er avril, ça ne compte pas. Non, mais je crois que l'actu, elle est tellement raide en ce moment que de toute façon, même faire des vannes, tu peux pas. T'as aucune latitude. T'as pas de matière. Tu sais, il y a rien de crédible parce qu'il y a rien. Tu sais, il faut que tu prennes quelque chose qui soit un tant soit un peu crédible. Là, c'est le seul truc qui était plutôt crédible, c'était ça, qu'il y a une blessure. Et encore, on est quand même relativement loin de l'événement, tu vois, c'est ce que je disais. 14 juin, c'est loin. Ça voudrait dire qu'il s'est fait quand même un sacré truc, le Justin Gaethje, pour pas être prêt, parce qu'on sait qu'il va pas abandonner son spot comme ça. Donc ça sentait soit la fracture ou un truc dans le genre. Non. Le combat est maintenu. C'est plausible qui parle de comment dire de son prochain combat après justement ce fight là. Même si je pense qu'on aura des annonces avant. Parce qu'il parle de c'est pas cohérent parce qu'il parle d'un retour cet été, mais à la fois il dit qu'on va attendre la fin de Topuria Gaethje qui a lieu le 14 juin. Là, c'est plus l'été, là, après le 14 juin. Enfin, tu vois, t'arrives soit fin d'été ou début d'automne. Non, mais je pense qu'il en sait pas plus que nous. Franchement, Tsarukyan, il en sait rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ouvrait des portes pour descendre de KT. Je crois qu'il sait plus quoi faire là pour combattre à l'UFC. C'est ça. Après, il y a quand même des rumeurs, tu sais, d'un BSD qui aurait le choix pour cet été entre Pimblet et lui. Écoute. Entre Pimblet et Tsarukyan, je sais pas quoi en penser. Ouais. Ah ouais. Compliqué, hein. Bah, la logique veut que tu prennes Tsarukyan si tu veux te placer pour le titre. Mais le combat contre Pimblet, c'est quelque chose aussi. Médiatiquement, c'est quelque chose. Ah, c'est ça, en fait. C'est que là, je peux comprendre la dualité.
Parce que d'un côté, t'as la hype, tu sais, d'un Pimblet et tu sais que ça va médiatiquement péter. Tu sais que va y avoir, ça Et va en te faire un plus, spot où c'est tu que vas le vraiment être fait que ça exposé très pète fort. médiatiquement peut te donner ta chance au titre aussi. Ben oui. Ça peut te donner ta chance au titre et si c'est pas le titre, ça peut te donner ta chance pour Ouais. le BMF. Parce que là, si tu veux montrer que t'es un vrai BMF, bah, contre un Paddy Pimblett, c'est le moment ou jamais, quoi. Ouais. En sachant que, je te dis, moi, je pense qu'il vaut mieux cibler aujourd'hui le BMF, comme on sait que l'avenir de la KT est plutôt incertain pour l'instant, parce qu'on sait pas encore Topuria, Islam. Tu sais, là, j'ai l'impression quand même que l'UFC, comme ils sont un peu en perte de pied, là, ils commencent à prendre, je pense qu'ils doivent quand même sentir que ça commence à poser problème d'un point de vue du public. C'est pour que Dana White insulte le public, parce que c'est ce qui s'est passé hein, quand il dit regardez les combats et fermez vos gueules. Il insulte les gens qui regardent l'UFC, tu vois. Quand tu vois que les combattants sont de plus en plus comment dire vent debout contre l'UFC, il y a un moment il va falloir qu'ils fassent des ajustements. Il va falloir qu'ils sortent qui sortent la grosse artillerie pour dire attendez, les gars, on est encore les patrons. Et dans cette grosse artillerie là, t'as une bombe atomique qui est Topuria Islam, tu vois. Donc Topuria Makhachev. Donc bon, c'est tu vois, je pense que le prochain combat c'est pas de Saroukian. Je pense que le prochain combat ça sera ce fight là. Donc prendre Saroukian qui n'est pas forcément dans les petits papiers de l'UFC, qui n'a pas une hype de fou quand même, hein. Même s'il commence, tu sais, à médiatiquement être un peu plus présent. Non, attends. Il a de l'hype, il commence à être plus présent, il est avec Nina Drama et tout ça, tu sais, leur jeu de je t'aime moi non plus, tu sais, à se draguer, c'est un peu bizarre, surtout, je pense toujours au mec de Nina, moi, à chaque fois dans ces situations-là. Donc, il commence, tu sais, il fait beaucoup d'événements, mais honnêtement, le RAF, bon, ça doit être plutôt suivi, mais le hype, je suis pas sûr que les gens, tu sais, suivent particulièrement le hype. Donc, il combat pas à l'UFC, loin des yeux, loin du cœur. T'as un Pimblet qui sort d'une grosse guerre contre Gaethje, qui là est champion intérimaire. Donc, ça donne quand même une légitimité. Il a quand même combattu pour le titre, enfin pour le championnat intérimaire, tu vois. Donc tu le prends là, juste après cette défaite-là, où il n'est pas encore redescendu trop, ni dans les classements, ni dans l'esprit des gens. Moi, je me demande si Pimblet, c'est pas le meilleur choix. Sportivement, non. Ça sera de Saroukian parce que tu prouves que t'as le niveau. À la condition, bien sûr, encore une fois, que tu estimes que Saroukian a le niveau. Tout le monde le dit. Mais bon, pour l'instant, il a... Tu vois, on en a déjà parlé, hein, quand tu prends les trajectoires de l'un et de l'autre, de BSD et de Tsaroukian, l'adversité n'a pas été foncièrement différente. La seule chose, c'est que Tsaroukian a passé son test. Tu sais que n'a pas passé BSD. Enfin, disons, allez, il l'aurait passé avec un... Comment il s'appelle son dernier fight, avec Hooker. Non. Ouais, non, ouais. Avec Hooker, pas encore. même si c'est pas du même niveau. Non, voilà, non, mais je parle en termes de classement. Mais c'est vrai que voilà, c'est la seule différence entre les deux. Il y en a un qui a passé son test et encore, il y a litige sur la décision pour beaucoup. Donc dans l'inconscient collectif, Tsaroukian, c'est le meilleur, mais en fait, pour l'instant, moi, j'attends de voir encore, tu vois. J'ai encore ce petit. Oui, c'est un combat qui est intéressant. Entre guillemets. De toute façon, c'est un combat qui est intéressant. Ouais. Écoute, je sais pas parce qu'il a aussi call out pour la BMF direct, Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que BMF direct, moi je vois plus un Conor en fait. Le problème c'est que là il y a l'élément Conor McGregor qui est là. Et il parle vraiment de le faire revenir cet été. Hein. Là ça a l'air de vraiment se préciser. Donc un Conor Oliveira ou un Conor Holloway parce qu'il l'appelle aussi, je sais pas. Mais bon, je pense que s'ils le font revenir, ça sera pour Oliveira. Je pense que la BMF elle va être prise là. Ou alors si BSD contre Holloway. Bon, il y a trop de trucs à faire. Là, pour le coup, et tout me va. C'est ça. Franchement, là, tout ce que t'as cité, tout me va. Ouais.
Tsarukyan Holloway, Tsarukyan, il a mis une balle perdue à Holloway, hein, sur sa lutte et tout ça. Donc, lui aussi, il tape tous azimuts. Tsarukyan Holloway, ouais. Donc bon. Même si Holloway, je vois pas vraiment pourquoi il le prendrait. Tsarukyan, je vois pas pourquoi il le prendrait. Tu vois, il est sur une défaite, alors que lui est que sur des victoires, il est classé numéro 1. Ça reste Holloway. Ça reste un fight. Je pense qu'il va prendre ce qu'on lui donne, hein. Ça fait tellement longtemps qu'il a pas combattu. Ouais. Je pense que là, si tu lui laisses l'opportunité de combattre, il va prendre n'importe qui. Donc, à voir. Mais bon. Ce serait bien que ça se décante un peu quand même, cette situation. Qu'on ait quelques annonces là, ça pourrait être sympa. Je pense que BSD, on va avoir une annonce dans pas très très longtemps, je pense. Et déjà, ça va nous aiguiller sur la suite. Déjà pour commencer. Il y en a un qui fait une annonce de son retour. C'est Doumbé. Qui, enfin, lui et le PFL d'ailleurs en parle. Un retour, mais pas en MMA. Donc il est toujours sous contrat au PFL, mais l'annonce de son retour est énigmatique. Il dit bon les amis, là il y a un de ces gros KO qui arrive. Alors KO, pas KO, c'est le Chaos. Le Chaos, c'est le KO en allemand. Carrément, je sais que vous n'êtes pas prêts. En fait, là, je sais que c'est sûr que vous n'êtes pas prêts. C'est impossible que vous soyez prêts. Là, le KO, c'est HAS toujours, que je vous réserve il est incroyable, il est énorme, il fait mal. En fait, c'est impossible que vous soyez prêts à ce qui arrive. Je vous en dis plus bientôt. Restez connectés. Ça arrive très très vite. Et t'as le PFL qui dit son retour sera quelque chose de différent. Ce ne sera pas un combat au PFL, mais il est sous contrat avec nous. Quoi d'autre que de la boxe? Si c'est pas ça. À moins qu'il fasse du power slap, mais j'y crois pas. Mais voilà quoi, c'est quoi d'autre que de la boxe? Bah, je sais pas, mais maintenant, quoi d'autre qui puisse m'intéresser, nous intéresser? C'est ça la question. On est d'accord. On a perdu notre hype. On est d'accord. Ouais, ça fait trop longtemps qu'il parle de son retour. Il devait juste se faire opérer et puis revenir. Et puis après, il call out des champions. Et puis finalement, ça se fait pas en MMA. Et puis finalement, le PFL, je sais pas où ils vont. Il se sépare de Ngannou. Là, il y a c'est vrai que le MVP, production a des combattants du PFL qui sont toujours sous contrat Oui, sous parce PFL, mais qui vont combattre sur le cette PFL organisation-là. laisse ses combattants combattre ailleurs pour des one shot. Donc oui, maintenant ils ont dit que c'était pas du MMA. Ils ont précisé que c'était pas du MMA. Le PFL, ce ne sera pas un combat au PFL, mais mais il est toujours sous contrat avec nous. C'est quelque chose de son retour sera quelque chose de différent, ils disent. Donc différent, c'est que c'est pas du MMA. Moi en boxe, ça m'intéresse absolument pas, dans le sens où on sait que c'est un striker d'élite, Doumbé. Il vient de là, donc il y a aucune surprise. Ouais. Après, ça dépend contre qui. Allez, même admettons. Ça. Moi, je suis fan de MMA, donc c'est son évolution MMA qui m'intéresse. Le voir dans un combat de striking, aucun intérêt. Ouais. Est-ce qu'il y aurait pas rapprochement, tu sais, dans rapprochement de production entre MVP et le PFL, qui ferait à la fois, parce qu'on sait que MVP là donc était plus un promoteur de boxe jusqu'à maintenant, de boxe anglaise, que là ils font leur premier événement de MMA. On sait que le PFL ils sont en perte de vitesse. Ils sont en perte de moyens, je pense aussi, même s'ils arrivent à lever des fonds, mais bon, je pense qu'il y a des fonds beaucoup plus grands côté Netflix déjà. Est-ce qu'il y aurait pas un rapprochement avec des combattants qui pourraient se permettre de faire le va-et-vient, tu sais, entre la boxe et le MMA? On l'a vu là, il y a Saladin Parnasse qui a bien confirmé que lui, son seul rêve et son seul objectif, c'est de gagner le maximum d'argent et d'avoir un maximum de liberté pour pouvoir naviguer entre le MMA et la boxe. J'ai l'impression qu'il y a des organisations 2.0 là qui sont en train de se créer justement avec des passerelles entre les deux.
Oui, c'est possible. C'est avec des. Ouais, c'est possible. Et ça peut donner quelque chose de sympa. Tout dépend de ce que t'en fais, en fait. Ouais. Ouais. Et j'ai l'impression que voilà, on a un Doumbé qui pourrait être un des premiers justement, enfin avec Ngannou, mais Ngannou c'est encore un peu différent parce qu'il avait signé dans son contrat le fait qu'il allait combattre en boxe. Il a plus combattu en boxe que quand MMA finalement. Mais c'est vrai que je pense qu'il a pas dû fermer la porte à ça déjà lui, Ngannou, déjà de son côté. Donc il va faire les deux. Je pense qu'il combattra dans les deux disciplines. On a Saladin Parnasse qui arrive chez MVP et si on sait pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en coulisses, mais je pense que s'il a signé là, c'est qu'il a une certaine liberté et qu'il peut se permettre de faire les deux puisqu'il devait refaire un combat de boxe. Justement, tu l'avais dit la dernière fois qu'on avait parlé de Saladin Parnasse avant de potentiellement signer à l'UFC pendant qu'il était agent libre. Donc je pense que si c'est engagé, même si c'est sur un one shot, mais Non, enfin, on sait pas d'ailleurs si c'est sur un one shot ou pas. On n'a pas les tenants et les aboutissants du contrat. Donc écoute, peut-être que voilà, on va avoir des électrons libres comme ça qui vont passer d'une discipline à l'autre. Et je pense que stratégiquement, c'est pas inintéressant parce qu'on a de plus en plus de combattants qui le demandent. À l'UFC, c'est énormément demandé. Sauf que c'est verrouillé. Alors, est-ce que c'est pas une anticipation au fait aussi qu'il y ait le Zuffa Boxing et que peut-être potentiellement l'UFC pourrait faire des passerelles entre la boxe et le MMA à terme? Peut-être que c'est des bruits de couloir de ce que l'UFC aurait voulu mettre en place avec cette promotion de boxe sous TKO, enfin tu vois, Zuffa Boxing. Est-ce que le fait qu'ils aient annoncé ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres organisations comme MVP ou le PFL qui voudraient un peu couper l'herbe sous le pied de l'UFC le temps qu'ils se mettent en place parce que eux, en tout cas côté MVP, sont déjà en place à ce niveau-là. Si tu laisses le PFL en fait en lien avec toi et que tu fais une cross-production, écoute, c'est possible que ça soit ça, hein, de dire en fait on sera les premiers. Maintenant je parle pour moi, hein. Le PFL ne m'intéresse pas déjà à lui-même, donc s'ils envoient leurs combattants ailleurs, ça va pas plus m'intéresser. Ouais, je suis d'accord. Il y a le débat, tu sais, qu'on a eu la semaine dernière sur les véritables champions à l'UFC. Tu sais, est-ce que les véritables champions sont à l'UFC? Tout ça, il s'est un peu étendu dans les commentaires. J'ai bien aimé parce qu'il y avait des arguments. Il y en a qui disent ouais, vous racontez n'importe quoi. Surtout moi, parce que tu sais, j'étais plutôt. Tu sais, c'est comme d'habitude, hein, tu sais, même si au fond on pense la même chose, il faut qu'il y en ait. S'il y a débat, il faut que chacun ait son point de vue. Vous avez jamais vu un concours de rhétorique? On te donne un sujet et tu le défends. Après, t'y crois pas, c'est ton problème. Mais en tout cas, tu défends le sujet. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y avait une bonne. Je suis comme ça, je vais te la poser cette question. Tu sais, même si tu faisais parce qu'il disait qu'il y avait aucun intérêt entre un cross, une cross production entre le PFL et l'UFC, ou même l'UFC et une autre organisation. Il me dit mais quel combattant, et comme ça je la pose à tout le monde aussi, a assez de hype, tu sais, pour même sans parler de gagner ou de perdre, mais tu sais, pour vraiment que l'événement soit intéressant. Tu sais, dans les autres organisations. Tu vois, faire en sorte qu'il y ait une star assez forte dans une autre orga pour qu'il y ait un intérêt pour cette cross production. Et pourquoi il y en a pas? Moi, en fait, après, je suis allé plus loin. J'ai cherché pourquoi il y en a pas. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont foncièrement mauvais? Non, j'y crois pas. C'est parce que médiatiquement, ils sont pas assez mis en avant, et surtout peut-être parce qu'il y a peut-être une plus grande disparité de niveau, on va dire, dans les autres orgas, qui fait que même si t'es fort, t'as pas d'antagoniste suffisamment bon pour que t'aies ce truc. C'est ça, en fait. Je pense vraiment que c'est ça. C'est pour ça que je dis pas que les champions, alors, c'est très rare qu'un champion d'une autre orga arrive à vraiment briller à l'UFC, mais ça arrive. Ça arrive dans certains cas. Maintenant, si tu prends le roster au global, les meilleurs sont à l'UFC. C'est là où tu auras les meilleures oppositions. C'est ça, en fait, que moi, ma vision. Si on doit faire une moyenne, les meilleurs niveaux sont à l'UFC. Ouais. Brian Battle, il est d'accord avec toi ou pas? Brian Battle, il vient de perdre, là. Ouais, contre Johnny Eblen. Brian Battle, c'était pas un champion de l'UFC. Il était loin, Brian Battle. Sa meilleure perf, c'est qu'il a battu Kevin Jousset. Non, mais Alors, Johnny Eblen, c'était le champion. On est d'accord. C'est le champion du Bellator.
C'était le champion. Il l'est encore. Je crois qu'il est du PFL maintenant, mais je sais pas s'il est champion. Non, je crois pas. Je sais pas. Je suis pas honnêtement. Mais en tout cas, c'est un top fighter de cet orga. Après, tu sais, on dit ça, mais t'as quand même des noms. Hein. Tu sais, alors c'est chez les féminines là, par exemple, mais une Dakota Ditcheva, tu fais une cross production, le fight il est très intéressant. Le fight est très intéressant, mais là tu me parlais médiatiquement. Oui, non, mais Dakota Ditcheva, elle a quand même si tu suis pas l'organisation, tout le monde sait qui est Dakota Ditcheva. Tu prends un Ousmane Nurmagomedov. C'est le seul. Il y a lui aussi. Ouais, je suis sûr que t'en as d'autres, c'est parce qu'on suit pas. Mais je suis sûr que les gens qui suivent le PFL et tout ça, enfin le PFL ou d'autres organes. En fait, il faut pas confondre pour nous mettre ça dans combat intéressant, parce que combat intéressant, tu vas en trouver plein. Et combat où là tu me parlais du côté médiatique intéressant, les gens genre vont regarder en mode c'est un truc de fou. Ça, il y en a quasiment pas. Ouais, pour l'instant oui. Il y avait que Ngannou, moi. Franchement, voilà. Si je devais dire un nom, quand Ngannou est parti au PFL, il y avait que cette cross promotion qui était intéressante. Faire combattre Ngannou en tant que champion du PFL contre le champion poids lourd de l'UFC. Au moment où c'était Jones ou Aspinall. Il y a que ça. C'est le seul combat qui était vraiment intéressant sur le papier. Après, regarde, bon, c'est encore l'exception peut-être qui confirme la règle, mais tout à l'heure j'écoutais, je te l'ai dit, j'avais écouté Jab Life là, j'étais dans le métro, et il parlait de cette légende urbaine justement, qui est une légende urbaine ou pas, mais d'avoir réussi à faire croire que justement une des raisons pour lesquelles l'UFC, c'est d'avoir fait croire que le plus haut niveau était à l'UFC. Il prenait l'exemple de Fedor, qui justement pour Dana White, par exemple, Fedor n'était pas le meilleur poids lourd parce qu'il n'avait pas combattu à l'UFC, il n'avait pas affronté les grosses têtes de l'UFC. Et en fait, c'est que s'il avait 1000 cachets tampons UFC sur son palmarès qu'il aurait pu prouver que c'était le meilleur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Parce que c'est un cas bien particulier, puisqu'au moment où Fedor est le meilleur du monde, l'organisation numéro 1 n'est pas l'UFC. C'est le Pride. Au moment où l'UFC prend le monopole, personnellement, j'aurais aimé voir Fedor. J'aurais aimé voir Fedor là-bas parce que pour moi, les meilleurs combattants avaient migré vers là-bas. Et j'aurais voulu voir ce que ça donne. Et je pense que la fin de carrière de Fedor serait venue bien plus vite s'il avait été à l'UFC. Honnêtement, je le voyais pas performer à l'UFC. Parce que déjà, même à Affliction, ça commençait à être compliqué parce que le niveau qu'il prend, c'est un niveau moindre. Quand il prend Lindland, c'est un niveau moindre. Quand il prend Arlovski avant le KO, c'est compliqué. Faut se rappeler de ce combat, c'est compliqué. Le KO est dramatique, impressionnant, etc. Mais tu sens que déjà c'est la fin de Fedor. Fedor, c'est pas le bon exemple. Fedor, quand l'UFC arrive à son plus haut niveau, Fedor est déjà en fin de carrière. Et Dana, il dit ce qu'il veut. Après, ils étaient en guerre tous les deux. Je pense que en tant que fan, j'aurais voulu voir Fedor à l'UFC. Maintenant, en tant qu'humain, je comprends pourquoi il n'y a pas été. L'argent. Ouais, l'argent, et puis même, ça, pour le coup, lui, il voulait vraiment sa liberté de combattre en sambo, Ah, bien sûr. Ouais, non mais c'est vrai. Donc bon, c'est un débat sans fin. Comme j'ai dit, de toute façon, on n'aura jamais la réponse parce que pour revenir sur le sujet premier de quelle organisation est la meilleure, est-ce que l'UFC a les meilleurs combattants? On n'a pas la réponse parce que tu sais, t'as des personnes qui viennent ponctuellement. C'est des profils qui sont choisis par l'UFC, qui sont matchmakés par l'UFC. Tu sais, donc forcément ils mettent tout en place pour que l'UFC brille, en tout cas dans les premiers temps, tu vois. Donc on n'a pas vraiment la réponse. C'est très bien fait de la part de l'UFC de toute façon. Donc voilà. Donc fin de parenthèse. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que ce débat il a quand même plu et qu'il a poussé dans les commentaires. Autre affrontement. Cette fois-ci, c'est pas interorganisation, mais c'est plutôt intersexe. Tu sais, c'est homme-femme. Là, on est sur le volet féministe de cette actu
actu du 218. Valentina Shevchenko qui répond à Khabib Nurmagomedov qui a fait une sortie comme il commence à nous habituer. Donc là il parle de la place de la femme dans le MMA. Il dit chaque personne dans la vie est une mission. Pour un homme, c'est d'élever les enfants, de s'occuper de sa famille, de prendre soin de ses proches. Et il y a très peu de femmes qui assument de grandes responsabilités. Tu sais, j'aime bien. Bon, il y avait trois petits points, mais c'est le cut entre ces deux phrases, tu sais, elle est exceptionnelle, tu sais. C'est très difficile pour elle. Ce n'est pas sans raison. Dieu a créé la femme ainsi. Une femme est plus faible, un homme est plus fort. Bon, c'est voilà, je suis le gentil, tu es le méchant. Et c'est les bi-human. Tu vois, c'est la femme est faible, l'homme est fort, et puis point barre. Tu bases sur quoi? Sur rien. Mais bref. Valentina, je commence déjà à donner des pistes sur ma vision de la chose. Valentina qui lui répond. Les femmes sont faibles. Dis ça à ma sœur, qui est commandante de bord. Ou dis-le au Night Witch. Ce régime de bombardement entièrement féminin qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui larguait des bombes dans l'obscurité totale et avec les moteurs coupés avant d'atterrir en pleine nuit, ça et sans lumière, pardon. C'est comme ça qu'elles ont gagné leur réputation d'être insaisissables et mortelles. Vas-y, dis-leur qui est le plus fort. Tout dépend entièrement de l'éducation qu'on reçoit. On peut tout aussi bien élever un homme pour qu'il devienne un être faible et incapable de faire quoi que ce soit. Les arts martiaux représentent une tradition de guerrier, dans lequel il existe aucune distinction entre hommes et femmes. Il y a l'art lui-même. C'est précisément pour ça que les gens s'entraînent, pour devenir plus gracieux, plus forts, plus sages, et pour s'assurer que les personnes n'ont jamais l'occasion de leur mettre un coup au visage. C'est une bonne réponse de prendre justement les femmes historiques, tu sais, qui justement ont œuvré dans des grandes batailles. Il y en avait plein d'autres. Je termine avec juste ces petits trucs-là. Déjà, après on en débat si tu veux, mais la force physique ne compte pas. Faut compter l'intelligence, la résilience, le courage. Elles sont 2 fois plus courageuses pour moi. Je te donne mon point de vue, après tu me donneras le tien. 2 fois plus courageuses, car elles ont 2 combats, tu sais, pour moi dans la société. C'est un contre leur adversaire potentiel, qu'il soit au travail ou qu'il soit dans un combat ou quoi que ce soit, et l'autre contre la place qu'on veut leur donner dans la société, déjà pour commencer. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec sa prise de parole. Donc pour moi, merci aux femmes qui ont su faire avancer la société et qui ont fait preuve justement de beaucoup de courage. Des Rosa Parks, des Marie Curie, des Alice Mia, qui a permis aux femmes de concourir dans des compétitions internationales comme les JO, des Simone Veil, en MMA, des Megumi Fuji, qui sont des pionnières de la discipline, qui ont donné de la crédibilité au sport, des Gina Carano qui sont devenues des stars, mais la première star médiatique, des Ronda Rousey, qui a permis l'explosion du MMA féminin, mais pas que, aussi du MMA tout court, parce que c'est une des personnes qui a permis l'explosion du MMA. Donc chacun laisse sa trace comme il le veut. Et puis voilà quoi. C'est déjà pour ça, avant même de débattre. Déjà voilà. Pour moi, il y a pas de débat. Enfin, tu sais, c'est réduire la femme à sa place à la cuisine ou à la maison, je peux pas l'entendre. Bah là, j'aurais bien demandé l'avis à ma femme, mais elle fait la vaisselle, donc je peux pas. Misogyne que tu es, va. Non, mais c'est des débats. Pour moi, c'est futile. C'est futile parce que c'est 2 visions qui s'opposent. Et puis il y a des femmes qui sont d'accord avec cette vision-là et d'autres qui sont d'accord avec l'autre vision. Et que c'est dans plein de cas c'est culturel et que ça changera pas en fait. C'est des oppositions du monde qui. Donc, c'est ce que dit très bien Valentina Shevchenko en vrai. Elle dit tout dépend comment t'élèves la personne en fait. Comment tu vas l'accompagner dans sa vie. Est-ce que tu es fort ou est-ce que tu es faible? Mais de là à dire qu'une femme est faible, alors oui, peut-être que tu peux dire que physiquement une femme est faible, même si pour moi il y a quand même 2-3 femmes qui cassent les gueules à 2-3 mecs. Tu vois, vraiment, tu mets une Amanda Nunes devant 80% des mecs qu'elle aura en face d'elle, elle va les frapper. Elle va les frapper fort. Tu sais, je me rappelle, tu sais, du journaliste qui était venu voir Cyborg
dans son gym. Et tu t'en avais parlé déjà de ça. Ça me dit quelque chose. Où il lui dit, il commence à lui dire il lui dit ouais comme quoi c'est un homme, elle c'est une femme et donc il peut pas la battre. Il a dit je te jure tu gagnes, je bois mon urine. Bah il a bu son urine. Voilà, c'est tout. C'est Mais on parle de femme là, tu me parles de cyborg. C'est une femme à propre jeu, tu sais, Avec un taux de testostérone plus haut que n'importe quel bodybuilder. Peu importe. Mais non, mais oui, je suis d'accord. Une championne top niveau bat un mec lambda du même poids qui s'entraîne pas, même plus lourd. Un mec qui s'entraîne pas. Oui, oui, bien sûr. Mais prends juste au club, Isabelle. Isabelle, elle a étranglé combien de mecs ? Bien sûr. Ben ça, il y a pas de débat de toute façon. Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est. Moi, je suis sincère hein, quand je dis qu'elles sont plus courageuses, tu sais, quand même, tu sais, parce que vraiment dans l'histoire, tu vois à quel point elles ont dû. Tu sais, quand je cite les noms en fait de Rosa Parks, par exemple, tu vois l'acte qu'elle fait. Tu sais, les noms que j'ai choisis, c'est pas pour rien, tu vois. Rosa Parks, elle vient, c'est une femme noire en pleine ségrégation aux États-Unis. Elle vient, elle décide de, désolé pour ça, mais de porter ses couilles, de venir et de s'asseoir à l'endroit qui ne lui était pas destiné. Donc elle avait double peine parce que elle a été jugée en tant que noire, mais aussi en tant que femme. Tu sais, Marie Curie, elle a fait des avancées scientifiques qui lui ont coûté la vie, mais dans une société où la femme n'avait pas sa place dans la science. Tu sais, c'était vraiment ça. Elle était critiquée pour le fait d'être une femme aussi dans le monde de la science. Tu prends une Alice Mia, c'était la femme ne doit pas concourir dans le sport. Elle s'est battue pour que la femme puisse compétiter au plus haut niveau. Donc avec non pas de la confrontation, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intelligence, de stratégie et tout ça, parce que peut-être qu'elle avait pas la force ni médiatique ni tu sais politique pour pouvoir faire en sorte de les confronter tout de suite, mais elle a créé une comment dire une organisation parallèle et de par cette organisation parallèle, cette branche parallèle, elle a réussi ensuite à imposer, à prendre de l'ampleur et à imposer justement le fait qu'aujourd'hui on a des femmes qui s'entraînent et qui font du sport à haut niveau. C'est toutes ces femmes-là qui se sont heurtées au fait déjà de leur statut de femme. Ce même statut dans lequel un Rabbi Nurmagomedov essaie de les mettre, tu vois, de les garder, tu vois. Moi, je sais qu'il y en a plein qui vont me mettre en commentaire comme quoi j'ai la haine contre Rabib et tout ça. Je m'en fous. En fait, c'est Rabib, c'est une figure. Finalement, on a déjà parlé de lui. Quand on avait parlé de lui sur le fait qu'il avait taclé José Aldo et sa legacy, on avait déjà dit à quel point on n'était pas d'accord avec lui et ses prises de parole et que des fois il ferait bien de la fermer. Bah là, il ferait bien de la fermer. En fait, qu'il le pense, moi je m'en fous qu'il le pense. Il a le droit de le penser. Tu vois, effectivement, tu l'as dit, c'est culturel et j'irai pas contre la culture de quelqu'un, tu vois, c'est sa manière de faire. Je ne suis pas un colon qui va aller chez lui pour essayer de faire en sorte que sa femme sorte de la cuisine. C'est pas mon problème, tu vois, c'est effectivement sa femme, elle accepte sa situation à ce moment-là, tu vois. Mais il n'empêche que c'est la sortie, je vois pas l'intérêt de cette sortie médiatique. Après, sur les modes de pensée, chacun pense ce qu'il veut. Ça. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est quand même triste qu'aujourd'hui, on est en 2026. Tu sais qu'on ait encore ce débat, en fait, de différencier. Et en fait, je pense que ça m'a touché, ce débat-là, parce qu'aujourd'hui, on a on est très clairement dans la division des gens aujourd'hui, tu sais. De par leur couleur, de par leur origine, de par leur religion, de par leur naissance, qu'ils soient nés hommes, nés femmes, ou nés hippocampes, j'en sais rien, tu sais, les gens qui veulent passer d'un sexe à l'autre. En fait, on est encore là à essayer de se diviser les uns les autres, alors que, les gars, arrêtez de nous prendre la tête. Chacun fait ce qui lui plaît. Si une femme veut faire du MMA, parce que c'est sa passion, et parce qu'elle estime qu'elle a le niveau pour combattre au plus haut niveau, mais laissez-la faire. Toutes les femmes ne sont pas faites pour procréer, avoir des enfants. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui ne veulent pas de mari, qui veulent juste kiffer la life.
bah laissons-les kiffer la life, comme il y a des mecs qui veulent des enfants, qui veulent être mariés, d'autres qui ne veulent pas, d'autres qui estiment qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant que madame elle reste à la maison, d'autres qui préfèrent rester à la maison aussi, hein. Qui veulent être hommes au foyer, qui veulent s'occuper des enfants, et c'est pas grave. C'est ok. C'est ok. Donc respectons-nous les uns les autres, respectons-nous les uns dans les autres. Voilà. Le mec qui va trop loin, tu sais. Le mec s'emporte. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'était drôle. C'est mes revenus, ça m'est ressorti. Non, franchement, voilà, respectons-nous, et puis voilà, essayons de faire en sorte qu'on arrête de faire des prises de parole comme ça. Franchement, c'est dommage. C'est dommage de s'opposer comme ça. À partir du moment où tu viens pas me faire chier, chacun fait ce qu'il veut. Et je pense que tout le monde devrait penser comme ça. Ouais. Sans le crier sous tous les toits non plus. Parce que non, faire ce que tu veux, non, en vrai non. Faire ce que tu veux, et le crier sous tous les toits, c'est plus faire ce que tu veux, c'est faire chier tout le monde. Dans tous les cas. Ouais. Tu parlais des hippocampes. Tu vois, un mec qui veut être hippocampe et qui crierait sous tous les toits, moi ça me dérange. Non, il peut le crier sur tous les toits du moment qu'il t'empêche pas de le devenir. Ça me dérange. Sois hippocampe chez toi, mais le crie pas sous tous les toits. Voilà. J'imagine le mec chez lui. Ce petit cheval de mer qui se balade entre son salon et sa cuisine. Pardon. Oh putain. Oh, des fois il met un jean, des fois il met une robe. Écoute, fais ce que tu veux, frérot. Ah mon Dieu. Putain. En tout cas, chacun laisse sa trace dans l'histoire comme il le veut, et lui, malheureusement, avec ses prises de parole, c'est des traces de pneus qu'il laisse dans l'histoire. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y en a un qui a laissé quand même des traces un peu moins problématiques dans l'histoire. Et on va faire un film sur lui, c'est Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, beaucoup plus consensuel là pour le coup. Donc, on va finir avec, presque finir avec ça. Donc, ils veulent mettre l'accent sur son parcours, justement, sur l'homme qui est derrière le combattant. C'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment, tu sais, bon, quoique ils disent que c'est un peu nouveau, mais en fait non, on essaye vraiment là tu vois, quand tu vois le film sur Macaire, la Smashing Machine, ils voulaient mettre l'accent sur l'homme plutôt que le combattant aussi. Donc c'est pas vraiment nouveau. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment ça. Georges Saint-Pierre qui a dit, nous envisageons depuis un certain temps de raconter mon histoire. Et lorsque nous avons trouvé cette équipe, il nous est apparu évident que nous voulions la raconter d'une manière nouvelle et créative. C'est Thomas Soto, réalisateur québécois, qui va s'occuper de ce film et qui dit, je souhaite raconter l'histoire de Georges, l'homme derrière JSP, d'une manière intime, sincère, profonde et humaine. Il dit quoi après? Il dit, pour moi, partager cette histoire avec le monde est à la fois un privilège et une responsabilité. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, écoute, j'aime bien l'idée. De toute façon, sur ce type de film, c'est toujours intéressant, hein. Alors, tout dépend de qui le produit et de la production que c'est, tu vois. Là, les films qu'on a eu sur le MMA, c'était pas se mentir, hein, jusqu'à présent. Je parle des biopics, hein. C'était pas flamboyant, ouais. Franchement. José Aldo, c'était pas mal adore. quand même. Et c'est le seul. Je crois que c'est le seul qui a vu le film plus de 3 fois. Ah non, le film sur José Aldo, laisse tomber. Non, la série sur Anderson Silva, elle était pas mal. Non. Tu l'as pas regardé? Ah, elle était pas mal. Franchement, ça se laissait regarder. Moi j'ai bien aimé la série sur Anderson Silva. Je l'ai pas regardé. Le truc, ouais, en fait, Georges Saint-Pierre, il s'est beaucoup exprimé sur sa vie durant sa carrière. Alors, j'espère découvrir des nouvelles choses, hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui a l'air très très consensuel. Je vois pas bien ce qu'on pourrait apprendre sur Georges Saint-Pierre qu'on ne sait pas. Ouais, je suis d'accord. Bah après sa vie. En fait, tu vois, pour faire un biopic percutant, il faut quand même avoir une vie. Il a une vie grandiose, Georges Saint-Pierre, de par ses accomplissements sportifs. Mais quand tu regardes les films qui sont les plus percutants, c'est des films où quand même le mec a des démons en lui et
Là, c'est ça en fait qui fait vibrer dans le film. Georges Saint-Pierre, finalement, tu connais toute l'histoire de Georges Saint-Pierre. À moins que je te dis, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et là, justement, il parle de choses intimistes. Et peut-être qu'on découvrira des choses et ça va rendre le truc vraiment attrayant pour ceux qui connaissent pas son histoire. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà son histoire. Mais sinon, je sais pas si c'est le meilleur profil pour faire un film captivant. Ouais. Bah alors, dans les faits, il y a quand même, tu vois, ce mec qui est parti alors qu'il était harcelé à l'école, qui est parti de. Alors, là, je raconte le film. Mais en fait, tu racontes ce que tout le monde sait. Mais c'est ça, qui était éboueur, chaque denier qu'il gagnait, c'était pour aller à New York pour s'entraîner chez Danaher, et puis voilà. Après, on sait qu'il a combattu quand même dans des réserves indiennes. Après, il y a peut-être des gens qui savent pas ça, tu sais, et qui vont peut-être le découvrir aussi. Tu sais que ses débuts c'était dans des réserves indiennes, et puis après ça devient la plus grande star et la seule star limite canadienne, tu sais, du MMA en son temps. Il y a eu le côté peut-être tu sais les moments de doute quand il a affronté Matthews, tu vois, qu'il avait peur, tu vois, ces trucs là, comment ils vont nous le tourner, la déconvenue contre Matsera, tu sais, peut-être l'après, peut-être qu'on va découvrir des trucs sur l'après, en fait, comment il l'a vécu, parce que nous finalement on a suivi la carrière, mais on n'était pas dans l'intimité, tu vois, de cette défaite. Donc il y a peut-être ça, tu vois, peut-être on va apprendre des choses sur comment il l'a vécu, tu vois. Peut-être qu'il a voulu se faire une Pfeiffer. Mais oui, mais ça finalement je veux dire, c'est ultra courant pour un combattant. On sait très bien qu'il l'a mal vécu. Ouais. Non mais après, ouais. Et puis voilà. À voir. Je sais pas. Moi aussi, hein, je pense rien attendre de ça, mais bon. Faire, franchement. Ouais, allez, c'est une oui, bien sûr. sympathique. Tu sais, c'est Me 8 Miles. Tu sais, le mec qui vient de nulle part et qui arrive. Ouais, mais et encore. Là, c'est pas. 8 Miles, il a une vie de fou. Il a une vie de fou, Eminem. Dans le film, il a une vie de fou. Ouais. J'ai pris un Babtou, tu sais, qui part de rien, qui arrive aussi. Ah, les biopics de sportifs, c'est délicat. Hein. Parce que la carrière, tu la connais, tu l'as suivie. Et comme je te dis, si derrière, il n'y a pas une vie... Enfin, rares sont ceux qui ont une vie c'est vraiment palpitante. On s'est fait quoi le quotidien d'un sportif hein. Finalement, ta vie, elle est assez monotone, hein, en vrai. Tu t'entraînes, tu dors. Tu t'entraînes, tu dors. Enfin. Ouais, mais regarde, les mecs qui suivent vraiment le rap à fond, tu sais, qui connaissaient la vie de Eminem sur le bout des doigts, ils ont regardé 8 Miles, et puis voilà, c'était sympa à regarder, tu vois. Ouais, oui, non mais... Ça peut être sympa à regarder. C'est pour ça que je te dis, tout dépend de qui va produire. Et si c'est une grosse production, ça peut... Thomas Soto. Je pense qu'il faut romancer le truc un peu. Et ça va, en fait, c'est là où ça va être intéressant. C'est de voir comment ils romancent le truc. Tu t'en rajoutes toujours un peu de toute façon. Il faut que ça soit agréable à l'écran et voir comment ils tournent le truc. Et les acteurs choisis. Ouais. Donc, à voir. Mais c'est bien pour Georges Saint-Pierre, hein, franchement. Vraiment. De toute façon, si tu dois faire un biopic, je sais même pas sur qui. Voilà, voilà. Finalement, oui, c'est ce que j'allais te dire. Le seul qui a une vie où il y a des drames, il y a une traversée du désert dans les deux sens pour le coup, mentalement et physiquement. Donc oui, c'est Ngannou. Ouais. Ou Khabib. Faisons un biopic sur Khabib et ses meilleures sorties. Khabib, sa vie, elle est secrète en fait, tu vois. Non, je suis pas sûr que ça soit très palpitant non plus. Non, il y a que Ngannou, franchement. Oliveira avec le côté j'aurais dû être paraplégique, normalement je pouvais pas marcher. Tu vois ces trucs là c'est remonté, c'est des choses comme ça. Ouais. John Jones aussi hein. Avec tous les déboires qu'il a eu hors cage et tout ça, enfin tu sais bon même si on est au courant un peu de tout, tu vois déjà, mais il y a quand même lui aussi tu peux faire un film sur sa vie hein. Ouais. Tu sais le côté tordé, le côté c'est tu vois c'est comme les séries ou les trucs sur McGregor. Tu sais tu fais la même chose sur John Jones, ça passe mais il aussi, faudrait hein. Tu vois ces films là en général. Je sais pas moi en fait mon référentiel de biopic c'est Ali. Tu vois donc je mets la barre tellement haute
pour moi en tout cas, hein, que c'est un de mes films préférés. Et la fin, elle est, tu sais, faut que ça finisse bien. Faut que tu vois toute cette traversée pour que ça finisse bien. Et John Jones, malheureusement, la fin, elle est pas glorieuse. Ah, c'est pas encore fini. C'est pour ça qu'il a pas fait le film encore. Il attend la happy end. Ouais. Georges Saint-Pierre, si, tu clôtures le film sur son retour de retraite et sa victoire contre Bisping, où il prend la double ceinture, tu clôtures le film sur ça. Ah bah oui, bah de toute façon, je pense que c'est ce qui va se passer. Hein. C'est ce qui va se passer. Oui, parce qu'après, ce qui se passe après, j'ai envie de te dire, tu l'imagines en train de, de faire en sorte d'aider pour la cage et tout. Ils vont jusque là. Bah ouais, non, ça va trop loin. La cage, ils font des passe-plats. Saison 2 de la cage, la saison 2, elle est là. donc ouais, à voir. En tout cas, qui avait une destinée à la McGregor, et puis finalement tu te rends compte qu'il a une destinée un peu plus à la Georges Saint-Pierre, c'est Topuria, où t'apprends là récemment l'actu de cette semaine là, où il a parlé des problèmes de harcèlement qu'il a subi à l'école aussi, tout comme Georges Saint-Pierre, et qu'il a fallu qu'il se batte aussi pour se sortir un peu de tout ça. Ouais, j'ai lu ça. Ouais. Bon, finalement, j'ai l'impression, c'est un peu comme tous les gosses en fait. En fait, on a tous eu plus ou moins la même vie. Ouais. Hein. C'est ça, sauf que nous on n'a pas été jusqu'à l'UFC. Plus ou moins la même vie, oui. C'est vrai que t'es. Ah non, ça dépend parce que t'as l'harcelé et t'as l'harceleur. Ouais, mais à un moment donné, t'es forcément obligé de te battre parce que quelqu'un veut marcher sur ton pied. C'est comme ça. Moi, pour moi, harcèlement, je sais pas si Georges Saint-Pierre, on sait qu'il a vraiment vécu du harcèlement. Parce que pour moi, harcèlement, c'est répétition dans le temps, tu vois. C'est quand ça dure, on te pousse. Des déclats de Topuria que j'ai lus, pour moi, enfin, il y avait des conflits. Je le qualifierais pas de harcèlement. En tout cas, c'est dans ma définition à moi. Après, j'y étais pas. Hein. Mais je me base juste sur ces dires. C'est, tu mets, on sait qu'une cour de récréation, c'est une meute de loups. Mes enfants ont connu ça, j'ai connu ça, t'as connu ça, tes enfants ont connu ça, et leurs enfants connaîtront ça, et c'est comme ça. Et ça te forge aussi, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on s'aime tous, là. Ouais. Ouais, ça te forge. Ça te forge ou ça te détruit. Ça devient du harcèlement, ça te détruit. C'est pour ça que apprenez à vos enfants à répliquer tout de suite. Ne laissons pas le harcèlement s'installer. Non. On répond tout de suite. 3/4 face. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est la bonne solution aussi, tu sais? Mais bien sûr que c'est la bonne solution. Après, c'est le cycle de la violence qui se perpétue. C'est nécessaire. La violence n'est pas un ennemi quand elle est bien maîtrisée. C'est pour ça qu'on fait des sports de combat. Tu fais des... C'est la nouvelle devise de Goodyear ou quoi? Pirelli. sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement. Sans violence maîtrisée, le monde part en couille. Bien sûr qu'il faut de la violence. On est des êtres violents. Moi, je sais que je suis quelqu'un de violent. Et j'ai besoin de maîtriser ma violence. C'est pour ça que j'ai fait des sports de combat. Ouais, c'est pour ça que je t'ai ouvert la porte. Avant de m'ouvrir le crâne sur un high kick. Premier high kick, il était plus violent. Premier high kick que je lui ai mis, il était plus violent, les gars. Il s'est calmé. J'ai dormi tout l'après-midi, je m'en rappelle encore. Tu vois, moi, je prends des KO et je m'en rappelle. Contrairement à Messi Barber. Ah ouais. Alors moi, je m'en rappellerai toujours aussi de celui-là. J'en ai mis, mais alors le tien, parce que ta tête est partie dans un sens, le protège-dents dans l'autre. Donc, un qui pouvait pas prendre de KO, c'était Coach Momo. De toute façon, il fallait qu'il se lève du coin de la salle. Je suis rentré de l'entraînement, il devait être 13h. Je me suis assis dans le canapé, enfin assis, à moitié allongé. Je me suis réveillé à 20h. Ma mère, elle m'a dit, t'es sûr que ça va? Oui, ça va. Bah, je sais pas. J'ai une petite commotion, mais... En même temps, t'es arrivé trop vite sur un cours du dimanche. C'est toi qui m'as invité. C'était un cours du dimanche, c'était le premier dimanche. Ouais. Ouais, bah oui, mais tu voulais faire de la compétition. C'est un cours compétiteur. Bah, t'es venu. Ouais.
Il y a toi et je crois que c'est les Sébastien en fait. Je crois que je dois pas aimer ce prénom parce qu'il y a les deux gros KO que j'ai mis, c'est quand même toi et Sébastien Louchet. J'avais mis le coup de genou sauté, je lui ai ouvert le menton. Là, j'étais pas là quand t'avais fait ça. C'était avant que j'arrive. Oh, aïe, aïe, aïe. Il était tombé net. Donc, menton ouvert. Ah, c'est le dimanche matin, ça cognait dur à l'époque. Mais bon, voilà, c'était la bonne vieille époque. Maintenant, on fait des open mat, on est là, on s'amuse, on se check, c'est le Brésil, tu vois, c'est le jiu-jitsu brésilien. Bref, sur ces paroles, juste dernier petit truc vite fait parce que c'est le truc que j'ai vu qui est sorti aujourd'hui. On a Faresiam qui a call out Fiziev. Donc pourquoi pas. Écoute, moi j'aime bien ce bien, fight là. Fiziev qui a répondu en plus. Fares, il faut qu'il revienne là. Fiziev qui a répondu sur le ton de l'humour, mais qui a ouvert la porte, tu vois. Donc c'est très respectueux, qui lui a dit ok pour Bakou, parce qu'il lui a dit Fares il l'a call out pour Bakou justement, donc chez lui, pour la prochaine carte en Azerbaïdjan. Et lui a dit ramène ton meilleur thé, ton meilleur miel pour le thé, parce que Fares est producteur de miel. C'est ça. Et lui, il a répondu en faisant du shadowboxing au milieu de ses ruches. Ah, ça j'ai pas vu. Des abeilles. Mais c'est bien, franchement, c'est un super combat. Donc, c'est un très bon profil, en plus, pour Fares. Ouais. Donc, pourquoi pas. Écoute, on va voir. On suite de dossier, si ça s'officialise, on en parlera dans une prochaine actu. Bon bah les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC, de ce Restons Connectés. Les gars, au moment où cet épisode sortira, le combat d'Aurélie Leverne sera passé. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas là, parce que lui souhaiter bonne chance, alors que quand vous le verrez, soit elle aura gagné, soit elle aura perdu, ça ne sert à rien. Donc on en parlera dans le prochain épisode d'Actu. On en parlera dans le prochain épisode d'Actu. Moi, de toute façon, je lui ai donné toute ma force sur les réseaux sociaux. Donc, on espère qu'au moment où vous écouterez ça, elle aura conservé sa ceinture du UFC BJJ là qu'elle va défendre contre Rebecca Lima. Donc voilà. En tout cas, on va suivre ça. Avec intention. Et la carte est pas mal en plus. La carte est pas mal. Tiens, d'ailleurs, Joe Pyfer, t'as vu qui le soutenait. Il y avait Nicky Rod. Et quand j'ai vu sa prise de dos avec le contrôle de bras avec la main sous l'aisselle et tout ça, c'est typiquement justement la B-team, la manière de prendre le dos pour chercher à prendre l'étranglement. Donc ouais. La B-team, en tout cas le lien JJB MMA se concrétise un petit peu plus quand même au fur et à mesure. Hein. T'as de plus en plus de personnes là du JJB qui prennent part justement aux préparations ou avec des mecs du MMA qui sont de plus en plus partie prenante dans des salles vraiment modernes, tu sais, de jiu-jitsu brésilien. Donc écoute, JJB 2.0, hein, je renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur RMC là-dessus sur l'évolution du JJB. Écoute, j'ai hâte de voir quand même jusqu'où ça va nous mener tout ça. C'est cette prépondérance du JJB moderne là qui arrive dans le MMA. À voir. Au revoir. On aura le temps d'en discuter plus tard. Bon, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour. Donc, les amis, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit. Le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour 10% de réduction sur tout le site. Pareil, c'est en description. Un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on a comme mot de la fin? C'est quoi le mot tout à l'heure qui nous a beaucoup fait rire? Merde. Je sais plus. Putain, je l'avais en plus. Attends. J'ai oublié tous les sujets. Pourtant, j'ai pas pris de KO. On a parlé du PFL, on a parlé de Tsaroukian, on a parlé de Khabib Nurmagomedov. On a parlé du film de Georges aussi, il pourrait nous faire suite à ma magnifique citation sur la violence. Chacun pourrait nous sortir une citation sur la violence. C'est cours de philo. Cours de philo aujourd'hui. Voilà. Cours de philo. Faites-nous une citation qui justifierait la violence. Ou non, au choix. D'ailleurs. Donc, à vos claviers, effectivement, soyez créatifs. Allez, une petite bafouille, une petite phrase là comme ça, voilà. Soyez poétiques. Justifiez-nous la violence, la défense, ou non, dans ce monde de brutes.
En attendant, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Salut. Allez, salut.